À écran large, on aime bien réhabiliter des films mal aimés ou moqués. Mathieu avait déjà placé la barre assez haut avec Wanted, mais moi j'ai décidé d'aller encore plus loin et même de traverser le plafond en prenant la défense de Mortal Kombat. Oui, la version de 1995. Mais restez, ça va bien se passer. Salut tout le monde, c'est Déborah. L'autre jour en réunion, j'ai dit au reste de l'équipe que j'allais faire une vidéo sur le Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson pour le défendre, parce que j'ai pas mal de sympathie pour le film, autant que le réalisateur, mais je me suis vite rendu compte que mon argumentaire ne va pas plus loin que c'est mal fait, mais c'est mal fait avec le cœur. Ça, et que c'est mieux que le Mortal Kombat tout naze de 2021, mais taper sur un film pour en disculper un autre, c'est pas très noble non plus comme approche. Donc je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de la production, de la façon dont le film a été pensé et fait, parce que mon appréciation et ma clémence, ou mon aveuglement au choix, sont étroitement liés à la place qu'occupe ce film dans l'industrie et à son thème musical aussi. Après, je suis consciente de ce que je défends. S'il faut tout exorciser d'un coup, allons-y. Oui, c'est une série B qui a assez mal vieilli et vire au nanar par moment. Il y a des trucs ridicules au possible et des mèmes avant l'heure. Ça, dès le Your brother's soul is mine. Face caméra de Shang Tsung, sans oublier le rire de Christopher Lambert qui est devenu aussi culte que le film en lui-même. Faut se le dire aussi, certains combats sont vraiment mous du genou et les décors intérieurs sont en carton-pâte. Puis là, pourquoi ils contournent pas juste le caillou au lieu de faire la roue par-dessus ? Et là, madame, on le voit que le bras il est pas très solide, Puis il y a cette entrée de chant là aussi qui m'a toujours bien fait marrer. Mais comme je le disais au début, je trouve que ce film imparfait déborde de sincérité. On sent que le jeu Mortal Kombat n'est pas méprisé, qu'il est apprécié pour ce qu'il est et adapté en conséquence. La plus grande force de ce film, c'est qu'il assume l'absurdité de son univers sans se défausser, sans chercher à rationaliser ce qui est, par essence, totalement irrationnel. C'est aussi ce qui fait que la version de 2021 est, à mon sens, moins fun et décomplexée, parce qu'elle essaie à tout prix d'expliquer pourquoi un tel ou un tel a des pouvoirs, en ajoutant des couches de mythologie inutiles, parce que de l'autre côté, il reste l'outre-monde et la conquête de la Terre qui se décide dans un tournoi de combat à mort, ce qui est quand même assez débile. Puis bon, on part d'assez loin, N'oublions pas que le jeu de base est pas mal inspiré de Bloodsport avec Van Damme, lui-même basé sur un gros mytho d'un ancien soldat américain. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que Combat s'écrit avec un K, en référence au Kumite de Bloodsport, qui était l'un des premiers noms envisagés pour le jeu. D'ailleurs, et après je referme la parenthèse Bloodsport, la structure entre les films est assez similaire, notamment le début qui présente chaque combattant avant qu'ils se réunissent. Enfin bon, tout ça pour dire qu'aller chercher du sens et de la profondeur là-dedans, c'est peine perdue. Maintenant, prenez un plaid et une boisson chaude parce que Mère Castor va vous raconter une histoire. Cette histoire, elle se déroule il y a fort longtemps, avant l'avènement de Katy Perry ou de Cat Deluna. Elle commence avec Lawrence Kasanoff, le producteur qui a cofondé Lightstorm Entertainment avec James Cameron, la boîte qui produit principalement les films sur lesquels il a bossé. Ce producteur a d'abord croisé la route de la société d'édition de jeux vidéo Midway dans le cadre du développement d'une borne d'arcade tirée du film Terminator 2. Plus tard, en juin 1993, Kasanoff rend visite à des amis qu'il s'est fait chez Midway Games et, une fois arrivé là-bas, ils lui montrent tout fièrement leur nouveau jeu d'arcade, un certain Mortal Kombat, sorti l'année d'avant, en 1992. Kasanoff y joue une petite demi-heure et là, il a une vision large. Je dirais même une vision écran large, avec un site internet orange auquel les gens pourraient s'abonner pour avoir plein de trucs cool à lire contre quelques euros par mois. Bon, ça, il a aussi imaginé une franchise multimédia, notamment des films pour le cinéma. Et il se dit même que ça pourrait dépasser le Jugement dernier. Et là, même Neil D. Nicastro, l'ancien patron de Midway Games, et Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, se disent que le mec a complètement craqué et que ça ne fonctionnera jamais parce que c'est juste un jeu vidéo. Aujourd'hui, personne ne dirait ça, même pour des jeux aussi inadaptables sur le papier que Minecraft ou League of Legends. Mais au début des années 90, un temps tellement ancien que notre monteur vidéo était déjà né, ça n'avait absolument rien d'une évidence. Déjà, la licence Mortal Kombat n'existait pas à proprement parler. Le deuxième jeu était seulement en développement et le premier n'était pas encore disponible sur les consoles de salon. Il le sera seulement quelques mois après. À ce moment-là, c'était donc un jeu dont la popularité ne dépassait pas encore la porte d'entrée des salles d'arcade. Et rien ne garantissait qu'il serait un succès,
vu toutes les polémiques autour du jeu. Ce n'était pas la première fois qu'un jeu violent ou subversif était créé et dénoncé, mais Mortal Kombat, ça avait l'air d'être la goutte de trop, puisque des auditions sur la violence dans les jeux vidéo se sont tenues au Sénat américain en 93, ce qui a directement conduit à la création de l'équivalent de la MPAA, mais pour les jeux vidéo, l'ISRB, pour Entertainment Software Rating Board. Allez-y, j'autorise une session vanne dans les commentaires sur mon magnifique accent. Entertainment Software Rating Board. Parmi les reproches, il y avait évidemment la violence graphique, mais aussi la recherche de réalisme, puisque Mortal Kombat utilisait des scans numériques d'acteurs et pas des images dessinées comme dans son modèle Street Fighter 2. Bref, les sénateurs Joe Lieberman et Herb Kohl étaient aux jeux vidéo ce que Ségolène Royal était aux animés. Donc tout ce climat n'allait pas forcément donner des ailes au projet d'adaptation. En plus de ça, quelques jours avant que Casanov découvre Mortal Kombat, il y avait eu ce qu'on considère aujourd'hui comme la première adaptation de jeux vidéo au cinéma, Super Mario Bros avec Bob Hoskin, John Leguizamo et beaucoup de drogue. Même s'il est depuis devenu une sorte d'objet de culte déviant, mais je suis pas là pour juger, au moment de la sortie, il s'est fait atomiser et en même temps, non seulement le film est quelque peu perché, mais c'est surtout une interprétation très libre, bien plus qu'une adaptation. Bon, ce qui a réellement rebuté les messieurs en costume cravate attaché case, c'est qu'il avait coûté presque 50 millions de dollars, mais on a rapporté que 20 millions. Bref, l'équation n'était pas bonne et l'idée de reperdre beaucoup d'argent en plus de se faire fesser sur place publique, ça n'emballait personne, sauf Lawrence Casanov, qui a donc insisté pendant 3 mois pour obtenir des droits d'adaptation de Mortal Kombat. Et bon peu cher, les gars de Midway Games ne voulaient pas briser son rêve. Ils voulaient juste lui faire comprendre qu'il n'était pas réalisable. Donc ils ont accepté de lui céder des droits, mais pour une durée apparemment très courte, histoire que ça tombe à l'eau et qu'il passe à autre chose. Mais non, il s'est pas démonté et il a même proposé le projet à New Line, qui était encore un petit studio indépendant à cette époque, et qui a donné son feu vert. Mais même eux après, ils disaient qu'ils avaient fait une grosse connerie et que ça ne fonctionnerait jamais. Casanov a plus tard expliqué que le patron de New Line de l'époque avait jeté le scénario écrit par Kevin Drowney sur une table en hurlant qu'il détestait l'histoire et le film. Il a apparemment gueulé sur tout le monde pendant 1 heure avant de leur dire c'est trop tard, faites-le. Mais pour ça, il fallait trouver un réalisateur. Et c'est là que Paul W.S. Anderson rejoint la partie. En 1994, il est inconnu du grand public. Il a réalisé un seul long métrage, Shopping, un film indépendant qui a donné à Jude Law son premier rôle au cinéma. On y suit un groupe de jeunes qui foncent dans des vitrines de magasins et qui se fritent avec la police dans les très grandes lignes. Et la critique anglaise a détesté le film. Elle l'a trouvé trop vulgaire, tape à l'œil et bas du front. En interview, Anderson a plusieurs fois cité une phrase d'une critique négative qui disait que Shopping n'était rien d'autre qu'une orgie incessante de destruction. Perso, c'est le genre de phrase qui me donne plutôt envie de regarder un film, et Anderson, lui, il a préféré prendre ça comme un compliment. Et c'est vrai que Shopping est très imparfait, mais je le trouve aussi très surprenant, notamment pour son casting prestigieux avec donc Jude Law, mais aussi Sadie Frost, Sean Bean, Jason Isaac, Jonathan Pryce, et le trop rare Sean Pertwee qui a ensuite retrouvé Anderson dans Event Horizon et Soldier. C'est un film maladroit mais qui a de la gueule et qui allait finir par trouver son public, mais plutôt du côté des États-Unis. Il a été présenté au festival du film de Sundance et a tapé dans l'œil d'une productrice, Laurie Apelian, au moment où le studio cherchait un réalisateur pour Mortal Kombat. Et on la comprend tout à fait. Dans Shopping, il y a des vestes en cuir, il y a des bagnoles qui prennent feu, il y a des gros mots, des doigts d'honneur, de la baston et plein de musique électro. Ça gueule, ça fait du bruit, il y a de la vitesse, une énergie chaotique, et tout ça pour un budget rikiki. Le truc qui fait craquer tous les producteurs. Laurie Apelian a parlé d'un tournage qui aurait coûté l'équivalent de 100 000 $, mais d'autres articles parlent plutôt d'un budget de 2 millions, donc peut-être que c'est ajusté avec l'inflation. En tout cas, le film n'a pas coûté très cher, et c'est ce qui a décidé Michael De Luca, le tout nouveau président de New Line, de le faire signer. En plus, il y a un détail qui m'amuse beaucoup, mais dans le film, à un moment, le personnage de Sadie Frost joue à un jeu vidéo dans lequel elle conduit une voiture pourchassée par la police, en étant elle-même poursuivie par des véhicules de police. Ça donne une séquence un peu absurde, mais une jolie transition à l'écran. Il y a un autre moment où Jude Law est dans une sorte de casino underground et où on aperçoit une borne d'arcade de Street Fighter. En extrapolant un peu, il y a déjà l'idée d'une porosité entre le jeu vidéo et le cinéma.
voire d'un pont ou d'un tunnel, littéralement. Et en plus, ça donne quelques indices sur la suite de la carrière du réalisateur. Et de son côté, justement, il adorait Mortal Kombat. Il avait pris l'habitude d'y jouer dans une salle d'arcade du quartier de Soho pour tuer le temps entre deux rendez-vous au moment où il cherchait à faire financer son premier film. Donc, quand il a entendu qu'une adaptation de Mortal Kombat se préparait, il s'est dit qu'il ne devait pas laisser passer sa chance, quitte à mytho complet sur ses compétences en matière d'effets spéciaux. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. De son propre aveu, il a bouffé des livres sur le sujet et recraché tout le jargon pour faire croire qu'il s'y connaissait trop. Et le bluff a fonctionné, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un studio de VFX de toute sa vie. Morale de l'histoire, ne reniez pas vos rêves. Mentez. En plus, d'après Anderson, la plupart des réalisateurs snobaient le projet. Et beaucoup ne prenaient pas les jeux vidéo au sérieux, contrairement à lui. Ce qui suffisait en fait à en faire le meilleur candidat possible, même si au final le film est ce qu'il est. Le tournage de Mortal Kombat a donc commencé en août 1994, quelques mois avant les sorties de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Double Dragon, deux autres adaptations de jeux vidéo conspuées par la critique. Mais les principales limites du film ne viennent pas tant du manque d'expérience d'Anderson que du budget de 20 millions de dollars. À titre de comparaison, le Street Fighter de Capcom et Universal, c'était dans les 35 millions de budget. Et on l'a dit plus tôt, Super Mario Bros, c'était autour des 50 millions. Donc Anderson n'avait jamais eu autant d'argent à disposition, mais avec tous les personnages et tous les décors à construire, c'était pas si large que ça. C'est aussi pour ça que je trouve que Mortal Kombat est une série B honnête, qui ne se défausse pas et va au bout de ses ambitions malgré son manque de moyens. Puis j'aime bien voir les personnages évoluer dans des vrais décors surchargés et pas dans des lieux quelconques et impersonnels. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est une des forces du cinéaste qui a ce petit côté artisan qui joue avec ses figurines, ce qu'il a gardé par la suite et qui fait que son cinéma est aussi inégal, maladroit, mais toujours généreux. Là-dessus, il y a une anecdote qui résume assez bien tout l'investissement qu'il y a eu autour de ce film. Anderson a expliqué que pour la scène dans le jardin du sanctuaire, il n'avait pas assez d'argent pour louer un studio insonorisé. Donc plutôt que de simplement virer la scène ou de la tourner dans la jungle ou je ne sais quoi, ils ont créé les décors et filmé la séquence dans un hangar d'aéroport. Donc il y avait un gars dehors avec des jumelles qui surveillaient, histoire qu'il puisse vite enregistrer les répliques entre deux décollages ou atterrissages d'avion. Et comme je le disais, l'autre force du film, d'après moi, c'est le fait qu'il est fait par quelqu'un qui aimait Mortal Kombat et n'a donc pas essayé de travestir l'œuvre, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Même si le scénario prend des libertés, je trouve qu'il respecte le matériau d'origine parce qu'il se contente pas de balancer des clins d'œil en rafale. Il reprend la trame nanardesque du jeu et l'assume, sans passer son temps à la justifier comme si elle l'embarrassait. Ça, c'est le sentiment que j'ai eu avec la version de 2021. Et puis je ne vois vraiment pas l'utilité de s'embarquer dans une longue quête pour donner du sens à une histoire qui, de base, est un prétexte, une toile de fond pour amener les combats. Alors oui, en 2021, c'était plus sanglant, les costumes étaient plus ressemblants et il y avait plus de personnages, mais pour moi, la fidélité d'une adaptation ne tient pas tant à sa plastique, c'est plutôt son état d'esprit qui compte. Et en 95, Anderson n'a pas cherché à tordre Mortal Kombat pour l'adapter au code d'Hollywood. Et ça, c'est tout à son honneur. Évidemment, on pourra toujours reprocher au film son manque de tripaille, mais vous vous doutez bien que ce sont les producteurs qui ont insisté pour qu'il écope d'un classement PG-13 et pas d'un classement R. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même étudié jusqu'où ils pouvaient aller et comment ils pouvaient jouer avec les règles de la MPAA. Par exemple, des morts face caméra, ça peut conduire à un classement R, mais seulement si les personnages sont humains. Donc ceux qui meurent face caméra dans le film, ils ne sont pas humains comme Goro. Et récemment, on a eu un peu la même chose avec Predator Badlands. Le film est violent et le Yoja charcute tout ce qu'il croise, mais techniquement, il n'y a pas d'humain dans ce film, donc pas de sang rouge, donc le film est PG-13. Puis pour revenir à Mortal Kombat, j'ai quand même envie de le défendre un petit peu. On a des combats, ou en tout cas des bouts de combat qui sont vraiment sympas. Et en même temps, le coordinateur principal des combats et des cascades du film, c'était l'artiste martial Pat E. Johnson, qui avait commencé sa carrière dans les années 70, au début de l'importation du cinéma hongkongais aux États-Unis. Vous savez, ces films qu'on a traduits en français et qui donnent des trucs assez fous comme Faut pas karater la queue du tigre ou On n'attrape pas un petit dragon en lui mettant du sel sur la queue. D'ailleurs, New Line était particulièrement investi dans le casting et voulait un droit de regard sur l'acteur qui jouerait Liu Kang parce que ils allaient mettre un acteur asiatique dans un rôle de premier plan dans un film à plusieurs millions de dollars. Parce que jusqu'ici, des films d'arts martiaux américains, on en avait eu, mais
avec une vedette blanche, ou en tout cas occidentale, comme par exemple Jean-Claude Van Damme. Robin Shou a donc expliqué qu'il avait passé 7 auditions avant de décrocher le rôle. Et heureusement qu'il est là pour assurer le spectacle, comme François Petit, Cocorico représente. Et puis j'avais oublié mon dernier argument. Mortal Kombat c'est super, surtout si on le compare à la suite. Mortal Kombat Destruction Finale, que n'a pas réalisé Paul W.S. Anderson et qui tombe tête la première dans le bon gros nanar. Alors oui, j'ai dit au tout début que taper sur un film pour en défendre un autre, ça se faisait pas, sauf pour celui-là. Évidemment, il y aurait encore plein de choses à dire, mais comme d'habitude, je vous laisse prendre le relais dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous renvoie vers la vidéo de Geoffrey sur Mission to Mars. À très bientôt! Stop!